Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast Des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Ben Zidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous invitons au deuxième épisode du podcast dédié à l'écrivain Salah Belabed. Notre invité est le professeur Gilles Cloutier, un ami de l'écrivain. Professeur Gilles Cloutier, bienvenue à Des idées et des ailes. Notre thématique du mois de mai est consacrée à la littérature de Salah Belabed. Je vous remercie de votre collaboration et de votre participation donc, à ce podcast. Avant qu'on entame notre discussion, permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs et auditrices. Vous cumulez depuis plus de 40 ans une carrière de dirigeant d'entreprise et d'universitaire. Vous vous êtes illustré à l'international à titre d'entrepreneur et de gestionnaire dans les environnements industriels de l'innovation scientifique et technologique. Vous êtes intervenu sur des projets au Maroc, en Algérie, en Chine, en Croatie, en Jordanie et ailleurs dans d'autres pays du monde. De 1974 à 1977, vous avez été conseiller politique au cabinet du Premier ministre Robert Bourassa, donc du gouvernement du Québec, et de 1977 à 1982, conseiller diplomatique au gouvernement du Canada. Depuis 1982, vous avez été professeur aux universités MIT, École polytechnique de Montréal, Oxford University, McGill University et autres institutions ici au Canada et à travers le monde. Vous avez reçu plusieurs distinctions. Je cite celle du Club des ambassadeurs du Québec en 2004 et celle de la reconnaissance honorifique pour contribution exceptionnelle au développement international du gouvernement du Canada. Monsieur Cloutier, vos activités philanthropiques privilégient les projets d'innovation scientifique, technologique et de créativité artistique. Dans quel contexte avez-vous rencontré Salah Belabed? J'ai rencontré Salah il y a plus de 15 ans, un contexte totalement imprévisible. Ma propriété à Montréal, il couvrait ce territoire-là dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et il y avait en tout cas une délimitation d'arbres dans la cour, je ne sais pas, et alors la municipalité a envoyé quelqu'un pour vérifier je ne sais pas quoi. Arrive cet homme, je reconnais l'accent, et puis après avoir fait ses mesures et tout ça, j'ai dit rentrer prendre un café et on va bavarder. Et puis commença là, davantage qu'une amitié, ça est devenu une fraternité. Alors il m'a dit, mais vous vivez dans une bibliothèque, mon ami? J'ai dit à la blague, comme j'ai dit des fois, parfois des gens, c'est pour isoler les murs, vous savez. Puis là, j'ai dit, on va se balader dans la bibliothèque. Finalement, on a trouvé prétexte pour justifier sa journée de travail chez nous. Alors, on a lu, on a écouté de la musique. Finalement, on a fait ce que les beaux esprits aiment faire ensemble. On a partagé de l'altitude. Donc, ça a été le début de tout. Et puis, il dit, en fait, nous nous réunissons quelques-uns le samedi matin dans une librairie café sur la Côte-des-Neiges, Olivieri. Alors, il dit, si tu veux te joindre à nous, j'ai dit, ça va me faire plaisir. À l'époque, je baladais souvent à l'étranger, ça n'a pas changé, mais alors je m'amène là, je rencontre des gens assez éclairés. On bavarde, ces rencontres-là autour d'un café finissent en lecture.
et puis en partage de la nostalgie algérienne qui se transporte ici. Donc des gens qui ont quitté pas forcément de bonne volonté, de leur propre volonté, pardon. Donc une certaine nostalgie, je la comprends. Je visite l'Algérie moi-même depuis plus de 40 ans. Alors, donc on a approfondi, puis souvent ces rencontres-là se terminaient dans mon jardin, à 4 minutes de marche, et puis bon, on faisait à manger, on faisait ce que des vrais amis font ensemble. Excusez-moi, donc je reviens sur cette rencontre fortuite, la toute première, quand Salah Belabed donc, est arrivé chez vous pour faire une inspection de bâtiment. Est-ce que à ce moment-là, il était déjà, il avait déjà il a commencé sa carrière d'écrivain ou pas encore? Il aiguisait son crayon, disons, il écrivait un peu à la cachette, hein, parce qu'il avait ça dans lui depuis. D'abord, il avait le talent, premièrement, et ça a été pour lui, je pense, euh, j'ai pas de planche de survie, mais ça a été son exutoire, ou c'est ce à quoi il était prédestiné. Alors il m'a confessé ces choses-là, il voyait bien que moi-même j'avais osé écrire quelques trucs, et puis il me disait: «Dans quel état d'esprit tu es quand tu écris?» tout ça, et puis bon, et surtout qu'à l'époque, je venais, je pense, d'un de mes petits essais qui avaient été reproduits à quelques millions d'exemplaires en je ne sais pas combien de langues. Alors, comment tu fais ça? Donc, j'ai partagé ma modeste expérience de littéraire et scientifique. Et puis, bon, j'ai dit: tu aiguises ton crayon, tu t'assois là, puis là, tu regardes la page blanche, puis tu dis: qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je veux publier? Je veux me défouler? Je veux me sauver? Je veux faire quoi? Alors, et puis comme ça là, c'était, appelons ça, un cœur sans amertume, hein, si je puis dire. Alors il a osé, puis ça a donné un excellent résultat. Évidemment, écrire un ouvrage, c'est comme une grossesse, hein. C'est c'est long, on a des nausées, et puis d'accoucher de tout ça, c'est pas évident. Alors, mais il a réussi, puis il a recommencé. Il s'agit d'avoir fait une fois pour vouloir faire une grande famille. Alors, et lui, donc, euh, il avait bien démarré son parcours. Très bien, très bien. Au fait, qu'est-ce que vous gardez de l'écrivain et de ce qu'a été la personne elle-même? D'abord, je dirais, et j'emprunte le mot, Salah, c'était un héritier spirituel et culturel, si l'on veut, d'Albert Camus, hein. En fait, Salah, c'était comme Camus, un peu le cauchemar des snobs. C'est quelqu'un qui avait une révolte en lui, un fils enragé, comme disait notre poète national ici, Félix Leclerc. Il devait canaliser cette rage d'avoir quitté malgré lui, expatrié sa famille dans des conditions de l'époque, dans les années 90, vous me devinez. Alors, c'est un homme brisé, mais qui avait au fond de lui-même, c'était un enfant heureux, mais sans véritable patrie, autre que la patrie du cœur, de l'esprit, si l'on veut. Il n'était pas campé de manière géographique. Et voilà. Le seul endroit où je l'ai vu véritablement éclore, c'était ici, chez moi, dans ma modeste maison à la campagne, et à Tamanrasset. Il faut le faire, hein. Alors là, il était comme chez lui, là-bas, et puis également, quand il venait séjourner chez moi, des fois, je lui disais: ben, je te laisse là, puis je reviens la semaine prochaine. Alors là, je pense que je lui faisais plaisir. Ok. Justement, on a fait la première partie de l'émission qui est dédiée donc à Salah Belabed avec son éditrice Marie-Madeleine Raoul et son ami de longue date Kamel Nouès.
Et nous avons évoqué justement le moteur qui faisait fonctionner l'œuvre littéraire de Salah. Comme vous le dites si bien, son parcours en Algérie, son exil forcé dans le contexte de la décennie noire en Algérie, et son arrivée au Québec et tout le questionnement que peut se poser toute personne qui immigre d'une façon générale, mais beaucoup plus pour lui qui voulait se réaliser dans son pays d'origine, mais les circonstances ont décidé autrement. Et il avait cette rage, effectivement, il avait cette rage de vouloir dire les choses. Et les éditions de La Pleine Lune, en l'occurrence Marie-Madeleine, lui ont accordé les conditions propices à ce que sa littérature puisse s'exprimer. En effet. Alors, de ce point de vue-là, son arrivée ici, évidemment, quand tu es quelqu'un dans ton pays, tu as un nom, tu as un patronyme, tu as aussi un prénom, pas toujours évident quand on vient d'une famille qui s'est illustrée. Tu arrives ici, puis on te regarde, puis on dit, mais comment vous vous appelez, prononcez votre nom et tout ça. Son désir, c'était l'enseignement en architecture et tout cela. Il avait développé de bonnes relations, un milieu un peu fermé. Et puis, applique ici, applique là, des petits boulots. Et tu as quand même des enfants à nourrir et tout. Alors, donc le début a été exigeant. Il arrivait ici brisé et dans un environnement plus ou moins hospitalier, hein. J'espère que ça s'ouvre davantage maintenant. Je pense on en est là un petit peu, sauf pour les médecins puis les spécialistes qui sont toujours regardés de haut un peu par le corporatisme. Donc, il a pu se loger avec quand même avec intérêt, mais à la ville de Montréal, comme vous savez. Alors, au moins, ça donnait une base opérationnelle, une base économique, qui lui permettait d'entrevoir, d'aménager allègrement, si l'on veut, sans les soucis matériels souvent que les littéraires ou les artistes. Donc, de dire, j'ai tel champ, là, tu ne travailles pas 90 heures par semaine, tu as un boulot, tu peux jouer avec ton horaire. Alors ça, il a réalisé cela. 2 vies, une économique, alimentaire, et l'autre créative, artistique, où il pouvait donner libre cours à ce volcan qui l'animait. Très juste. Justement, vous avez commencé par rappeler l'anecdote de votre rencontre fortuite dans votre résidence à Montréal. Lui, il arrivait en tant qu'inspecteur de bâtiment de la ville de Montréal. Il était affecté à l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et effectivement, il avait à côté le côté jardin. Il cultivait cet intérêt, cet amour à la littérature. Donc, si on vient à la littérature de Salah Belabed, quel est le titre, on va dire, qui vous a le plus accroché, que vous préférez, on va dire? Oh mon Dieu, là, je ne sais pas tous les titres à l'esprit. Là, c'est celui où. Oh mon Dieu, si vous me redonnez les titres, je vais vous le redonner. Là. En fait, le premier étant La valise grise. C'est pas celui-là. Le second, Note d'une musique ancienne. Ça, c'était très bien. C'est le troisième. Ok, alors le troisième, je dirais, est-ce que c'est de quelques défauts qui font les humains ou ô combien de mal? Exactement. Okay, voilà. Je me demande si c'est le deuxième ou le troisième qu'il a écrit chez moi. Du reste, il a eu l'indulgence à mon endroit de reconnaître notre amitié en préface. Et je continue même aujourd'hui à m'en vanter. D'accord, très bien. Je rappelle que ce titre de quelques défauts, c'est un recueil de nouvelles comportant 20 histoires, comportant chacune un titre qui se déroule dans les rues de Montréal, hein, ou aux 4 coins du monde.
Et sur le quatrième de couverture, on lit que dans les 20 récits de ce recueil, Salah Ben Abed suit la piste des humbles et des naïfs, des patients et des résignés, des sages aussi, de ceux en fait qui se fondent dans la foule, ici et ailleurs, et dont on ne raconte pas les histoires. Ben, c'est celle de Salah. Ça, c'est, je reprends une expression, là, je ne sais plus où j'ai lu ça déjà. Nous sommes faits pour vivre envers les autres, il recherchait l'autre, mais on ne meurt vraiment que pour soi. Alors, euh, si l'on veut flageller par la médiocrité humaine, malheureusement, qui nous entoure, euh, il tentait d'échapper à cette. En fait, il cherchait en ce monde où être un homme d'honneur, on est la dignité et la liberté. Et son œuvre, et notamment le troisième ouvrage, c'est un peu, j'ose pas utiliser le mot testament, ça fait un peu la fin, mais là, il a eu son testament moral, si on veut, je pense qu'on le retrouvait là. Écoute, on vit dans un monde médiocre. Partout où je vais, partout où quiconque je rencontre, je me rends compte que pas si bien que ça, l'espèce humaine. Alors ça, c'était Salah qui vivait, comme je l'ai dit un instant, voulait vivre pour les autres, envers les autres, mais finalement, il s'est rendu compte qu'on meurt vraiment que pour soi. Et c'est un peu la fin tragique qui, malheureusement, l'a accompagné. Oui, effectivement. Avant cela, vous avez parlé de l'accompagnement que vous avez réservé à Salah Ben Abed. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Le, Merci à la vie, merci à mes origines. Euh, j'ai eu le privilège héréditaire, je ne sais pas comment le qualifier, d'être sensible à la sensibilité des autres. Voilà, aujourd'hui, on appelle ça l'intelligence émotionnelle ou je ne sais quoi, l'empathie. C'est pas là. Chaque fois que je rencontrais dans ma vie les quelques rares personnes qui m'ont marqué, qu'ils allaient un petit peu plus loin que la sensibilité habituelle et que cette sensibilité-là était porteuse de créativité, que ce soit dans le domaine des sciences, dans le domaine littéraire, dans le domaine de la créativité au sens général, même de l'innovation technologique. Euh, alors là, ça me séduisait, si l'on veut. Et puis, bon, il y a cette fraternité qui s'est développée au-delà des mots. Hein. Alors, il n'y avait pas, comme disait l'autre, on n'avait pas besoin de s'expliquer, on se devinait. Et puis, donc, mon accompagnement a été, euh, comment la qualifier, c'était la porte ouverte. Il avait les clés de ma maison. Il y venait quand il voulait. Il repartait quand il le voulait. Et puis, donc, mon accompagnement a été social, si l'on veut, mais aussi un accompagnement, mais là, je dis le mot avec des petites pincettes, là, spirituel. Parce que parler de spiritualité, je ne pense pas au sens religieux du terme, là, ou quoi que ce soit, mais la recherche de l'essentiel. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir été son seul refuge à ce niveau-là, mais il est certainement, je lève la main, je le vais présent à cette recherche-là, je la pressentais et vice-versa. Donc, il y a eu d'accompagnement à ce niveau-là. Euh, un accompagnement à un ami, quoi qu'il arrive, on est toujours disponible. Il était disponible, je pense que je l'étais aussi. Et puis, donc, tester des idées. Voici, hein. Puis un jour, il me dit, ben, j'avais été actif à une certaine époque auprès de, entre autres, l'Union des écrivains du Québec. À un moment donné, j'ai dit, il faudrait que tu joignes ça. Tu sais, c'est des réseaux. Je ne pense pas vraiment qu'il en ait eu besoin, mais
Le Tu peux parler à d'autres écrivains. Un écrivain de la diaspora, si l'on veut, c'est quelqu'un qui est doublement seul dans un pays où à l'époque, quand même, la tribalité régissait les rapports institutionnels, disons. Et puis, donc, on l'a introduit un petit peu. Je vais donner un exemple. Euh, il y avait un jour, lui, aurait aimé rencontrer, échanger avec Dany Laferrière. Cet écrivain, je ne sais plus de quelle nationalité il est, là, canado-haïtien, américain, enfin, il y a trois, quatre passeports. Là. Et donc, il aurait aimé discuter avec lui, tout ça. Donc, j'avais organisé une petite rencontre entre les deux. On avait passé quelques heures ensemble, comparer des idées, toi, comment tu vis ça. Puis bon, ce qu'on échange quand on est ouvert aux autres, quoi. Alors ça, il y en a eu un petit peu à ce niveau-là. Aussi dans le monde, moi j'étais assez impliqué dans le monde musical notamment. Et puis, bon, musique qui n'était pas forcément dans sa fibre d'origine, mais un homme ouvert, un esprit ouvert. Alors là, je disais, ben, il y a un petit concert là, de ci, de ça, ben, viens, j'ai un billet pour toi. Alors évidemment, il était toujours la main levée. Et puis, ça donnait, vous savez, quand on ouvre son esprit à la musique, autre que pour des fins de divertissement, c'est qu'on a un esprit plus ouvert que la moyenne. Et c'est des sources d'inspiration. Alors, il m'a dit un jour, après un concert, imaginez-vous, de musique sacrée du XVIe siècle, ah, ça m'a donné des idées pour tel truc et tout. Ben, j'ai dit, c'est ça c'est, pas que le mot est bon, c'est du métissage, disons. Très bien. Très bien. Ce qui m'amène à la question donc, concernant vos activités philanthropiques. Qu'est-ce que vous pourriez donc nous dire donc, à cette heure-ci? Ben, le principe, c'est quand on a reçu, euh, on doit redonner. Moi, c'est un peu ma boussole. C'était la boussole de mon père, notamment. Donc, comme dit l'autre, c'est un des travers dont j'ai hérité de mon père, qui était un homme généreux. Puis lui, il disait, ben, si on a reçu, les gars, il faut redonner. Alors, j'ai tenté de faire un peu la même chose. Et puis, là où je me sentais le plus à l'aise, et ça, c'est une confession, plus jeune, je bégayais. Donc, j'ai développé une sensibilité particulière au son. Et les sons qui m'animent sont notamment les voix a cappella, donc chanter sans musique. Puis bon, dans les petits collèges, on nous faisait jouer dans les chorales et tout. Le seul endroit où je ne bégayais pas, c'était à la chorale. Et jour, un bon curé, il dit, vous n'êtes pas aussi con que vous en avez l'air. Donc, il m'a fait mémoriser la moitié de l'œuvre de Jean de La Fontaine. Puis là, ben, pour me pratiquer dans ma petite chambrette, là, je lisais à haute voix des ouvrages. Et puis bon, je ne sais pas quel gène m'avait piqué, mais j'avais une mémoire à ce niveau-là, que j'ai toujours. À chaque semaine, je me pratique à mémoriser un ou deux poèmes, ou enfin bref. Et, le, et aussi, quand vous êtes professeur, vous n'êtes pas obligé d'ennuyer les étudiants avec des PowerPoint. Vous arrivez, puis vous leur parlez. Un professeur, ça doit parler aux gens, pas juste lire des trucs que d'autres ont écrits. Alors, l'occasion m'a été donnée d'être associé un peu par hasard, toujours, des hasards qui durent, comme disait André Gide, à la musique ancienne. Montréal se distinguait avantageusement non seulement au Canada,
mais aussi à l'échelle internationale, le studio de musique ancienne de Montréal. Maintenant, il y a aussi l'ensemble Caprice, qui est un des ensembles de musique ancienne et baroque les plus réputés au monde. J'ai eu le bonheur d'y siéger, du reste. L'autre, le studio de musique ancienne, le hasard a fait que j'en ai assuré la présidence pendant peut-être trop longtemps, mais au moins une quinzaine d'années, et faire rayonner ces choses-là, parce que je sais que je n'étais pas le seul qui avait cette timidité qui se manifestait par une difficulté d'expression. Bon, ça s'est un peu amélioré, je l'espère, et ma thérapie, ça a été l'enseignement, entre autres. C'était un peu un hasard, là aussi. Donc, cette activité philanthropique, bon, puis il y a eu les arts de la vie qui m'ont donné un petit peu de marge de manœuvre à une certaine époque, où je dis, ben, si moi j'ai eu la chance, puis certains m'ont aidé, ben, je vais en aider d'autres. Alors, je poursuis toujours ces activités philanthropiques, notamment dans le domaine de la créativité artistique, technologique aussi. Bon, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais chaque année, j'offre des bourses à des jeunes qui, euh, qui veulent parler, qui ont quelque chose à dire, mais ils ne savent pas trop comment le dire parce qu'on ne leur enseigne plus vraiment. Puis les parents, ben, la seule façon d'éduquer les enfants, c'est de leur foutre une tablette entre les mains maintenant. Alors ça, c'est pas peut-être pas ma tasse de thé. Alors, dans certaines régions, dans mon petit bled ici, mais aussi à l'étranger, beaucoup, j'offre des petites bourses pour ceux qui s'illustrent dans l'art oratoire, par exemple, et qui créent, qui créent des textes, qui créent des sons, tout ce qui permet d'exprimer ses sentiments, sa pensée, ses attentes, ses frustrations. Donc, c'est un peu là mon credo, si vous voulez, pour mon activité philanthropique. C'est excellent, vraiment. C'est très recherché, puis on voit la compréhension du monde et l'intervention que vous suggérez Je ne sais vient. pas quel écrivain disait qu'on passe sa vie à se soigner de ses défauts, hein, ou de ses faiblesses. Alors, je fais mienne un peu cet adage-là. Puis à un moment donné, en pensant tout ça, je dis pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai besoin là? Moi, à 4 heures du matin, hein, pour je ne sais pas accompagner des gens là. Ce matin, c'était en Afrique. Demain, ce sera en Chine. La semaine prochaine, ce sera en Europe. Alors, donc, le, je pense que c'est une forme de thérapie sans avoir à s'avouer trop malade, si on veut. Oui, tout à l'heure, vous parliez de musique ancienne et puis le lien avec Salah Ben Abed. Et je vois donc son second titre, c'est Note d'une musique ancienne, en fait. Je me demande si c'est pas vous qui l'avez Exactement, ça inspiré. c'est. Ben, ce serait prétentieux, mais on n'a peut-être pas nuit là, parce que quand il venait ici à la maison, il disait, mais quand on rentre chez toi, par les murs tapissés de bouquins, euh, il y a ces sons qui nous enveloppent. Alors c'était une ambiance, je ne sais pas si euh, quasi monacale, si vous voulez. Alors lui, il disait, j'ai l'impression de rentrer au monastère quand je viens chez toi. Et puis, bon, je l'ai dit modestement, mais je pense que j'étais parmi ceux, j'imagine, qui l'ont initié à la musique ancienne. La musique ancienne, on le sait, c'est pas juste de la musique de curé, là, c'est pas ça. Hein, on va pas à la messe, là. C'est Sébastien Bach, c'est Handel, c'est les grands compositeurs, c'est ceux qui ont créé la musique réelle, la musique orchestrée avec des sons. Vous savez que Bach, avec ses 14 enfants, ben, travaillait un peu plus que la moyenne parce que c'est l'épicerie bien rapidement. Il allait grignoter le midi en sortant de son truc. Il composait une cantate par semaine parce qu'il était payé pour. Hein, ça payait l'épicerie. Aujourd'hui, les cantates de Bach, c'est considéré comme l'œuvre la plus majeure au niveau musical, mais plus que ça.
c'est l'ambiance, et un jour avec, des spécialistes, la question: «En quoi cette musique-là vient-elle stimuler ton cerveau?» entre autres, hein. Et moi qui me consacre depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années à la neurologie, la neuroscience appliquée, à la prise de décision chez les gestionnaires, heu, j'ai vu des fois, sans à leur insu, mettre de la musique. Ces gens viennent au bureau, ils sortaient de là, puis ils disaient: «Beh, oui, mais qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Qu'est-ce que tu as mis dans le café? Je me sens plein d'énergie». Bah, j'ai dit: «C'est parce que tu as bouffé par les oreilles, mon vieux, sans t'en rendre compte». Et ça là, je le voyais, c'était pour lui, c'était de la vitamine pour le cerveau, cette musique, hein. Et un jour, il m'a dit: «Ben, merci, maintenant», puis il repartait toujours avec des albums de chez moi, parce que je me dis: «Ben, ouais, tu mettras ça dans ta bagnole ou je sais pas quoi», bon. Et donc ça a donné une note pour une musique ancienne. Parfait. En tout cas, c'était très intéressant donc l'échange avec vous, professeur Gilles Cloutier. Ce témoignage au sujet de Salah Belabed et de l'accompagnement que vous lui avez réservé à titre amical, à titre aussi de personnes qui est justement, de par votre métier dans la coopération internationale. Vous intervenez donc dans différents pays tels que je les ai cités au début de la discussion. Et je suis convaincu que des idées de projets et de chantiers comme ceux que vous avez évoqués au bénéfice des jeunes, des enfants, vont continuer. Et puis, j'espère donc avoir l'occasion de vous rencontrer ici à Montréal. Il me semble que vous prévoyez donc la participation à un festival de musique baroque au mois de mai prochain. Ah oui, ça c'est un rendez-vous. Malheureusement, avec la pandémie, les choses ont été un peu tablettées. Et maintenant que je retourne plus régulièrement à Montréal, moi qui ai passé plus de 40 ans de ma vie, je me suis un peu caché dans ma Beauce natale, et entre, disons, la Beauce et puis Shanghai et puis l'Afrique du Nord. Tiens, une petite anecdote, montrer un peu à quel point le lien était fort avec ça là. Le Un jour, il m'a dit, «Tu sais, ma maison me manque là-bas». Ben, j'ai dit: «Pourquoi on va pas la voir?» Il dit: «Tu viendrais avec moi?» Ça là, c'est 6 heures d'avion, c'est rien dans une vie. On est partis tous les 2. heu, il est allé montrer sa maison, là où il avait grandi, j'ai rencontré sa sœur et on a fait le tour des libraires, enfin, je n'étais pas la seule de À personne là, Alger ou à Alger. Et ça, je trouvais ça magnifique parce qu'il rentrait quelque part et puis on avait apporté une petite boîte de ses bouquins pour dire: «Tiens monsieur, là, si jamais ça peut intéresser vos lecteurs». Je ne sais pas si ça fait une balance dans le fonds de pension, là, je ne suis pas certain, mais au moins, il disait: «Beh, mes bouquins sont accessibles en Algérie». Je ne sais pas quelle a été la suite, c'est peut-être, Marie-Madeleine qui, pourrait répondre à cela. Une dame honorable, et je pense qu'on doit la remercier, tous ceux qui avons été des amis, de Salah. Ça a été vraiment une personne qui a cru en lui, parce que c'est un pari, hein, c'est un pari, de publier quelqu'un. Je sais, moi-même, j'étais, dans le domaine de l'édition, je m'étais offert un hobby un jour, je m'étais offert des intérêts dans le domaine de l'édition. Bon, tombé à un bon moment, on a eu de la chance, mais c'est pas évident. Alors voilà. très bien. Juste pour confirmation, au fait, en Algérie, enfin plus précisément à Alger, les éditions APIC ont coédité les titres Notes d'une musique ancienne et Le Dernier Refuge. Donc, Marie-Madeleine m'a confirmé cette information. Donc, et d'ailleurs, les éditions APIC, le cofondateur est un ancien collègue d'université à Alger, Karim Chir.
Et Ok. voilà, donc le monde est petit et puis le naturel nous rattrape euh, avec toutes ces années et cet éloignement. On retombe toujours sur des intérêts et des activités qui nous tiennent à cœur. Ben, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Dallas devait y aller en juin en Algérie. J'ai reporté au mois d'octobre. Mais je dois faire une série de conférences là, dans la région. Et puis, je commence par l'Algérie. C'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. Hein. Ben, je m'engage à t'établir le contact, cher ami. OK. De toute façon, on reste en relation et je voulais vous remercier, votre compagne et vous-même, de votre confiance en m'invitant. Et puis, félicitations pour cette magnifique initiative. Je pense que de son petit nuage là-bas, il doit dire, bah, tiens, on, euh, on, est en, on est en train de jouer des notes de musique ancienne pour moi. Exact. C'est bien dit. Parfait. Allez, Professeur Gilles Cloutier, je vous remercie énormément de votre témoignage et puis on se dit à la prochaine. Au revoir. très bientôt. Allez, au revoir.